on va continuer sur le sujet INA pour essayer de savoir comment réengager ses utilisateurs avec Taoufik Lazrak de Addictive et Hélène Kériot de Lalalab. On peut les applaudir. Bienvenue à eux. Bonjour, bienvenue. Bonjour Hélène, on va vous mettre sur le canapé. Bonjour Taoufik, merci d'être parmi nous ce matin. Taoufik va avoir le droit au fauteuil. Et on excuse Julien-Henri Maurice de Base Archi qui a eu un petit problème de santé qui ne pourra malheureusement pas être avec nous ce matin et on l'embrasse et on lui souhaite un bon rétablissement. On va prendre donc quelques instants peut-être pour se présenter. Hélène, bonjour, donc vous êtes Chief Marketing Officer, directrice marketing de Lalalab. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots, en quelques chiffres, cette start-up spécialisée dans l'impression photo? Exactement, bonjour tout le monde. Donc oui, Lalalab, c'est ça, c'est la première application d'impression photo. Donc, qui a été créée il y a 7 ans maintenant en France, donc une petite pépite française, qui fait partie du groupe Exaconta Clairefontaine depuis 3 ans maintenant. Et donc en quelques chiffres, aujourd'hui c'est 2 millions de clients, c'est presque 10 millions de téléchargements. Et c'est quasi 3/4 du business qui est fait à l'international. Donc nous sommes français, nos bureaux sont Canal Saint-Martin, donc pas très loin d'ici, mais on est essentiellement international. Donc voilà pour les grands chiffres. Vous le disiez, donc non seulement mobile first, mais app first, hein, c'est la majorité de votre activité aujourd'hui. Exactement, vraiment le pari de Lalalab dès le début, ça a été l'application et ça a vraiment été l'évolution des usages déjà photo. Alors il y a 7 ans, c'était pas le cas, mais aujourd'hui les chiffres, c'est presque 90% des photos qui sont prises dans le monde le sont à partir d'un smartphone. Et bientôt, 90% seront imprimés grâce à Lalalab, on le souhaite. Voilà, c'est notre objectif, donc notre business plan est assez ambitieux. D'accord, en tout cas, 90% des photos sont prises depuis un smartphone, donc on comprend très vite évidemment le potentiel. Exactement, donc ce potentiel a été détecté très vite, donc effectivement mobile first, quasiment mobile only. Et notre force aussi, c'est que justement la lab était pensée dès le début pour le mobile. Donc en termes d'expérience client, c'est vraiment optimisé pour le mobile. Je vous lance le défi d'essayer de vous créer un livre photo. Vous avez peut-être ceux qui ont déjà imprimé vos photos, livres photos sur desktop. Vous verrez la différence d'expérience. Moi, j'ai déjà passé des après-midi. Là, si vous le voulez, vous pouvez le faire en 5 minutes. On fera un atelier si vous voulez tout à l'heure. Super, je peux vous montrer l'application. Très bien. On se présente également avec Taoufik Lazrak, donc Chief Revenue Officer EMEA d'Addictive. Addictive, une boîte qui a pas mal évolué ces dernières années. Tout à fait, bonjour tout le monde. Merci déjà de nous accueillir. Alors, Addictive, pour ne pas rentrer dans tous les détails, est une start-up française créée en 2012 et qui s'est spécialisée depuis 2017 dans le réengagement in-app mobile, avec pour objectif principal de driver ou générer plus de revenus pour les éditeurs d'app, mais aussi améliorer la rétention, qui est le plus gros problème aujourd'hui des éditeurs d'applications. Et on va y revenir. Et l'activité branding, aujourd'hui, elle est rebaptisée Emotive. Tout à fait, ouais. L'activité historique, qui était plus une activité de branding multi-device, a été rebaptisée Emotive. Puis voilà. Et Addictive aujourd'hui est présent dans 3 pays, France, Allemagne et États-Unis, pour la couverture globale. Et moi, en l'occurrence, donc, je m'occupe de la partie Europe IMIA. Quelques chiffres, évidemment, vous êtes historiquement non seulement mobile first, mais vous êtes devenu de cette activité essentiellement app first. Exactement. Pourquoi app first? Parce que c'est un univers à part, fermé, plutôt brand safe, et ça était une, on va dire, des idées principales qui nous a poussé à aller vers l'app first. Et de manière générale, pour la boîte, 15 millions de dollars levés depuis le lancement, donc depuis 2012, et Great Place to Work, c'est aussi bien de le dire, et deuxième tech compagnie française en 2018 par Deloitte. Eh bien, une très belle success story aussi du marché français. Hélène, on imagine que le succès de la Lab, il a beaucoup reposé sur la user acquisition. On peut dire quelques mots aussi sur votre stratégie et ce que vous avez aussi appris de vos utilisateurs en matière de rétention. Effectivement, la Lab, depuis toujours, a toujours une stratégie très agressive de user acquisition. Donc ce sont des gros volumes et ça représente encore, pourtant avec 7 ans d'existence, la moitié en fait de notre chiffre d'affaires qui vient de ces nouveaux utilisateurs qu'on recrute en permanence. Ce qui est assez intéressant, c'est justement de mettre un peu en parallèle ce qu'on retient, enfin ce que nous rapportent ces nouveaux et anciens utilisateurs et les investissements qu'on peut faire. C'est ce qu'on évoquait dans la table ronde précédente, oui. Exactement. Et aujourd'hui, nous, c'est encore plus de 90% de nos investissements qui sont faits en acquisition.
donc moins de 10% en retargeting. La bonne nouvelle, c'est donc qu'il y a une marge de progression entre nous. On va y revenir. Voilà. En tout cas, votre priorité, ça reste la user acquisition. La priorité reste l'acquisition. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Si on ne fait pas d'acquisition, on n'a personne à retargeter. Forcément. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont installé l'application, mais qui n'utilisent pas suffisamment. Tout à fait. Donc nous, on a toujours dans cette stratégie de conquête aller chercher de nouvelles personnes. Maintenant, effectivement, encore une fois, c'est la moitié des gens, la moitié du chiffre d'affaires qui vient de personnes qui nous connaissent déjà. On est sur des utilisateurs existants. Ce serait dommage de les abandonner et de ne pas capitaliser dessus. Alors c'est peut-être des chiffres confidentiels, mais quelle proportion, par exemple, conserve l'utilisation au bout d'un mois, au bout de 6 mois, au bout d'un an? C'est des chiffres que vous regardez, j'imagine, de près. On les regarde de près, c'est toujours difficile de les partager comme ça. Entre nous, personne n'écoute. Très bien. Ah oui, quand même. En fait, nous, la chance qu'on a, la force qu'on a avec la Lab, c'est d'avoir déjà une application, encore une fois, très optimisée, où on a un très fort taux d'activation de nos utilisateurs. Donc ça va être quasi un quart des utilisateurs qui vont télécharger l'application, qui vont acheter dans les 30 jours. Donc on est quand même sur des taux assez solides, mais bon, ça veut dire qu'il reste encore 3 quarts des gens. C'est ça. Voilà, et qu'il faut effectivement. Je vois l'œil de Taoufik qui brille. en faire quelque chose. Donc voilà, ces 3 quarts des gens, qu'en fait-on, Taoufik? En fait, nous, on a souvent un enjeu un peu court-termiste. Très bien, quelqu'un est venu dans l'app, n'est pas revenu depuis une semaine. Comment on lui reparle, comment on le fait revenir? Là, aussi, les dynamiques qu'on commence à réfléchir, c'est un petit peu plus long terme. On commence à avoir de l'historique sur la Lab. Et c'est pas seulement le faire revenir dans la semaine, dans le mois. C'est aussi identifier certains comportements un peu spécifiques. Et on va revenir sur ces points précis dans un second temps. Taoufik, juste pour expliquer le contexte, évidemment, les marques et les développeurs d'applications, ces 10 dernières années, ont investi des fortunes en user acquisition, et on commence à voir arriver peut-être un besoin de capitaliser sur tous ces utilisateurs peut-être inactifs. Tout à fait, comme je dis, les différents annonceurs dépensent énormément en UA. Quelques chiffres rapides. C'est user acquisition, pardon, donc acquisition de nouveaux utilisateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prédiction d'AppsFlyer pour l'année 2020, c'est que le marché de l'acquisition va atteindre les 65 milliards de dollars dans le monde. C'est quand même un très très gros chiffre. Et de l'autre côté, on a un outil qui s'appelle Sensor Tower, si vous connaissez, qui est un outil de tracking applicatif en quelque sorte. On ne connaît que à peine. Voilà, et Sensor Tower, dans sa dernière étude, explique que l'App Consumer Spend, qui veut dire en fait les dépenses à l'intérieur des applications, vont dépasser les 150 milliards de dollars d'ici 2023. Donc on est toujours sur des chiffres qui continuent d'augmenter année après année. Mais si on regarde de l'autre côté les études de la rétention, donc combien d'utilisateurs restent, qu'est-ce qui se passe généralement après ces campagnes, on se rend compte que les 2 tiers généralement d'une application, les 2 tiers d'utilisateurs ne reviendront plus après 3 mois après l'installation. Sauf s'ils travaillent avec Addictive. Bien évidemment. Ça, en tout cas, ce que vous dites, c'est qu'il y a un marché qui est peut-être encore plus gros si on travaille cette base d'utilisateurs, si on la fait grossir, si on la fait revenir. C'est là aujourd'hui que doit être la priorité des développeurs d'app. Tout à fait, parce qu'au final, l'acquisition, c'est quand même des gros investissements. Et il ne faut pas se dire que je dépense tant de centaines de milliers d'euros sur de l'acquisition et au bout de 3 mois, ces utilisateurs, je ne les revois plus. Donc autant se dire dès le début quelle est ma stratégie pour faire de ces utilisateurs-là des consommateurs réguliers. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Parce qu'on est dans l'univers in-app, c'est plus compliqué que du reciblage sur le web. Alors, la mécanique simple consiste à faire revenir un utilisateur dans l'application. Donc, c'est un petit peu comment on le reconnaît, la base parce qu'il n'y a pas de cookies. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail, il ne faut pas croire que c'est très très technique ou c'est compliqué à faire. On a la chance d'être connecté à différents partenaires comme Adjust, AppsFlyer, qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle des tracking partners. C'est des outils de tracking à l'intérieur des applications. Et en fait, c'est ces personnes-là qui vont être l'élément principal entre nous et l'application du client. Il y en a d'autres, bien évidemment, qui existent dans le monde, même un tout petit peu en France, Coachava, Tune. Le plus important pour une entreprise comme la nôtre, c'est d'être connecté directement à ces outils-là. Parce que quand un client veut faire un test ou veut faire du retargeting in-app, en fait, ça lui prend environ, et vraiment, je pèse mes mots, 3 à 4 minutes de nous activer ce qu'on appelle des événements. Donc il faut savoir que le tracking applicatif, c'est des événements. Quand vous ouvrez une application, vous générez ce qu'on appelle un événement open. Vous faites un achat, vous générez un événement qui s'appelle purchase. Vous ajoutez au panier, c'est un événement add to basket, etc.
Et en fait, via l'interface d'AppsFlyer ou Adjust, l'annonceur en question ou l'éditeur de l'app va nous transmettre ces événements-là. Qui va être le trigger pour déclencher de l'achat d'espace en programmatique. Voilà, et on va recevoir les device ID. Et derrière, nous, on va diffuser, on va cibler ces utilisateurs-là à travers notre DSP, donc notre outil de diffusion publicitaire propriétaire, qui est 100% in-app, parce qu'on veut rester app-only et pas app-first. Très bien, et donc on va recibler grâce à l'Advertising ID cet utilisateur et essayer de le faire se réengager. Alors justement, on va parler des usages de la retargeting avec Hélène. C'est quoi vos principaux usages? On l'avait peut-être évoqué, réveiller les porteurs d'applications qui ne s'en servent plus, mais peut-être aussi des usages plus tactiques. Voilà, en fait, c'est un mix de tout ça. Donc tout d'abord, il y a effectivement pour nous, on va vraiment penser notre stratégie de retargeting en fonction de segments d'utilisateurs. Donc ça, c'est un peu la base. Définissez vos segments, définissez les objectifs aussi par rapport à ces segments. Donc oui, ça va être par exemple les openers, donc les gens qui ont ouvert l'application, installé l'application, mais qui ne sont jamais allés plus loin. On l'a vu, c'est un gros chiffre, donc c'est pas un petit segment. C'est un chiffre énorme, et c'est aussi un segment qui est très difficile à réactiver. Nous, justement, vu qu'on pense notre retargeting en complémentarité de nos autres activations CRM ou autres, c'est vrai que justement, on ne va pas aller le chercher immédiatement, on va laisser une chance à nos canaux naturels d'agir, et c'est si jamais il ne fonctionne pas que l'on va se dire ok, au bout de 48 heures, c'est pas normal, il n'est pas revenu. Essayons d'aller lui parler avec nos outils. Donc ça va être quoi? C'est un jour une push notification, une semaine un email, et puis au-delà, on va travailler avec la pro-targeting en display? Voilà, c'est exactement ce genre de stratégie. Voilà, c'est ça. C'est le genre de flow qu'on met en place. Donc on va parler à ces gens qui n'ont encore jamais acheté. Après, on va pouvoir aller chercher des gens à différents niveaux du tunnel d'achat. Donc on va avoir nos prospects qui vont peut-être avoir déjà consulté certains produits du catalogue sans jamais encore une fois les avoir achetés. On a ceux qui ont consulté les produits du catalogue, qui les ont mis au panier, mais qui l'ont abandonné. Les fameux paniers abandonnés. Donc très important. Donc là c'est pareil, toute la cascade, on commence par de la notification, de l'email, et on poursuit avec du display. Alors voilà, on peut avoir des logiques différentes pour le coup selon les segments. C'est vrai que sur tout ce qui est justement abandon de panier, on a envie de les activer très vite, donc nos cycles justement vont être plus courts. Que sur de l'activation de personnes qui n'ont pas montré autant d'intérêt. On a envie qu'ils achètent maintenant tout de suite. Ils y étaient presque, donc ce serait dommage de pas conclure. Et on a aussi tout ce qui va être retargeting sur nos acheteurs. Et donc là, on va avoir plutôt une réflexion aussi de temps. On ne va pas aller, quelqu'un qui vient d'acheter, on ne va pas aller le retargeter immédiatement. On va justement étudier nos segments en fonction de depuis quand a-t-il acheté, pour quelle occasion a-t-il acheté, à quel moment peut-on retargeter. Donc ça, ce sont nos segments un peu globaux. Et après, effectivement, on peut avoir une approche un peu spécifique, que ce soit par exemple sur des gros temps forts, par exemple Black Friday, qui chez nous était plutôt un Pink Friday par rapport à le MMA pourrait être aussi un peu pink. Là, on a envie que tout le monde soit au courant et que personne vraiment l'ait loupé. Donc on va être plus agressif. C'est artillerie lourde. Voilà, c'est sur un moment très court, donc on ne peut pas se permettre d'ajuster et prendre plus de temps pour ajuster. D'autres aussi usages qui sont possibles, par exemple cet été nous avons fait une campagne télé dans plusieurs pays. Ce qui est également possible, c'est qu'aujourd'hui, grâce à des outils de tracking justement qui vont lier télé et mobile, on est capable en fait de récupérer certaines audiences pour ensuite aller retargeter ces personnes-là qui ont été exposées à la campagne télé et ensuite d'aller les retargeter sur leur mobile par la suite. Très bien, on le voit, beaucoup d'usages différents. Taoufik, c'est quoi les principaux usages de la pro-targeting avec Addictive? Alors les principaux cas d'usage qu'on remarque chez la majorité de nos partenaires, il va y en avoir 3. Il y a la réacquisition, on appelle reacquire, donc c'est faire revenir les utilisateurs qui ont abandonné l'application. Ça c'est vraiment, on va dire, le cas le plus utilisé par nos différents partenaires. Le deuxième, c'est plutôt d'activer les installeurs. Donc là, on peut travailler sur des stratégies où on ne va pas attendre que la personne qui a installé l'application passe 3 semaines, 1 mois, voire 2 mois avant de s'inscrire ou avant même de faire un achat. Donc c'est activer l'installeur pour en faire un consommateur le plus rapidement possible. Et le dernier cas qui démontre aujourd'hui le vrai impact du retargeting, c'est tout ce qu'on appelle les tests d'incrémentalité. C'est qu'on va travailler sur la génération de revenus incrémental sur des utilisateurs qui sont déjà actifs. Parce que la question qui se pose chez la majorité des annonceurs, pourquoi je dois faire du retargeting? Est-ce que cet utilisateur-là ne va pas revenir tout seul et ne va pas dépenser tout seul? Et c'est là où on vient démontrer avec ce type de test d'incrémentalité qu'on peut générer du revenu additionnel à travers les utilisateurs actifs.
Est-ce que vous avez également recours à la personnalisation des bannières pour adapter chaque message à l'historique d'achat, à chaque individu? Bien évidemment, on met en place des stratégies complètement différentes en fonction du segment d'utilisateur, en fonction de la verticale. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans le sujet. Par exemple, sur du retail, du e-commerce, il y a ce qu'on appelle le DPA ou Product Feed. On va vraiment pousser, en étant connecté au CRM du client, on va pousser le produit automatiquement dans la créa, qui est censé intéresser l'utilisateur. Le fameux produit bloqué dans le panier, Exactement. il va le revoir sur sa bannière. Exactement. Ou alors, dans le cas d'acteurs de gaming, qui sont aussi très très actifs sur le monde du retargeting, on va travailler sur ce qu'on appelle les playable ads. Donc c'est vraiment de publicité jouable, où on va vraiment plonger l'utilisateur à l'intérieur on va dire du round 1 ou du round 2 du jeu. Donc il joue dans la publicité, c'est exactement la même chose que quand il est dans l'application de jeu. Et par la suite, ça s'arrête à un petit moment et il a envie d'aller dans l'application pour continuer son jeu. Très bien, et donc c'est des stratégies qui contribuent évidemment à le réengager et qui permettent à l'application de retrouver ses utilisateurs ou ses clients. On va parler chiffres. Hélène, ça coûte cher la pro-targeting? J'ai des Je sens qu'il y a un malaise sur le plateau. Pas du tout, non. Mais en tout cas, on a une approche en fait assez pragmatique, on en a beaucoup parlé, ROI, retour sur investissement, etc. J'ai presque envie de dire, peu importe ce que ça me coûte, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça me rapporte. Qui était la bonne réponse, hein, évidemment. Voilà. N'augmente pas les tarifs pour autant. C'est la même logique en acquisition. On a les mêmes logiques de suivi du retour sur investissement, que ce soit sur l'acquisition ou sur le retargeting. Alors bien sûr, sur le retargeting, il faut prendre en compte l'acquisition qu'il y a eu auparavant. Bien sûr. Bien entendu, donc nos objectifs sont différents, ils sont plus ambitieux, ils sont plus difficiles, enfin en tout cas ils sont plus élevés. Mais voilà, tout ça est pris en compte. Ce qui va être important aussi, justement, c'est, je reparle d'objectifs, c'est d'avoir des objectifs différents par segment. Vous ne pouvez pas attendre la même réactivation, le même retour sur investissement. Vos objectifs ne peuvent pas être les mêmes sur quelqu'un qui a simplement installé l'application sans jamais aller plus loin, et sur un acheteur. Bien sûr que réengager un acheteur, si l'expérience a été positive, est plus facile. Et donc derrière, on en attend davantage. Donc vraiment ajuster les objectifs pour être sûr que derrière, le retour sur investissement sera positif. On peut dire que globalement, le réengagement coûte quand même beaucoup moins cher que la première user acquisition? Oui, effectivement, en pur chiffre, oui. Alors attention, il faut quand même atteindre une certaine masse critique d'acquisition. On ne peut pas au final se lancer, enfin on peut, hein, mais c'est peut-être pas une très bonne idée, se lancer comme ça dans le retargeting au tout début de l'application. Allez-y tranquillement, construisez votre base. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une idée de masse critique des segments qu'il faut atteindre. Si chacun de vos segments que vous séparez par usage, par pays, par OS, que sais-je, que vous avez 20 personnes dans chaque segment, pour aller les chercher justement via les outils programmatiques, ça va vous coûter extrêmement cher parce que c'est très ciblé, très spécifique. Il vous faut quand même une masse critique d'utilisateurs. Taoufik, parlons chiffres. Hélène l'a très bien dit, en fait, le retargeting, ça coûte que si ça ne rapporte rien. Donc ça, c'est la vraie base. Il faut savoir que la majorité des partenaires, encore une fois, ils vont suivre leur campagne sur des modèles qu'on appelle le ROAS, Return on Ad Spend, très très simple à suivre, très facile. J'investis, j'ai un exemple, 20 000, mon seuil de rentabilité il est à 60, donc j'ai 300% de ROAS. Si je suis en dessous de ce ROAS là, c'est pas rentable. Donc en l'occurrence, nous, c'est notre objectif et on doit le dépasser tout le temps. Et on rappelle que tout est traqué, tout est mesuré, donc le pilotage est vraiment data-driven. Sur Day plus One, comme on dit, donc tous les jours on voit les stats de la veille. Nous on met à disposition aussi à nos clients des dashboards où ils peuvent voir certaines stats en temps réel, mais tout est compilé surtout le deuxième jour. Et globalement, on le disait, c'est plus rentable évidemment d'investir en réengagement qu'en pure user acquisition et qu'il faut maintenant rééquilibrer les budgets. Exactement, il faut trouver tout le juste milieu, j'ai envie de dire, parce que c'est toujours bien d'aller acquérir des nouveaux utilisateurs, c'est le plus important quand même, mais derrière, il faut faire en sorte à ce que tous ces utilisateurs-là soient des consommateurs réguliers. Pour donner un peu de chiffres, vu que Jérôme, il a envie d'avoir des chiffres aujourd'hui. Et l'audience aussi. En fait, une stratégie bien implémentée en retargeting avec un client sur le long terme, chez nous en tout cas, ça peut aller jusqu'à 30% de revenus supplémentaires générés dans l'application sur 12 mois. D'accord. Ce qui est vraiment très intéressant. C'est rentable. Il nous reste moins d'une minute, je vais vous demander à tous les deux un hashtag de conclusion. Hélène, ça serait quoi votre mot de conclusion? Pour moi, ce sera le hashtag Joyeux Noël, voilà, à tous.
Pourquoi déjà, réjouissons-nous de cette période de fête. On se réjouit chez La Lab, c'est notre plus grosse période de l'année. Rien de tel que de faire des cadeaux photos personnalisés à la famille. Et c'est là où le retargeting, si j'arrive à le lier quand même au sujet du jour, c'est là où le retargeting est aussi très important à cette période-là. Nous, on voit que sur de Noël, on a des utilisateurs, c'est peut-être nos utilisateurs de Noël, qui reviennent tous les ans, une seule fois, mais ils viennent faire leur cadeau de Noël. Donc c'est vrai que l'importance du réengagement du retargeting sur cette période l'est encore plus. Très bien, en tout cas, j'invite tout le monde à télécharger l'application La Lab pour faire plaisir à Hélène et puis évidemment commander ses photos et ses albums de Noël. Taoufik, également un mot de conclusion, un hashtag de conclusion. Alors mon hashtag de la fin, c'est vraiment plutôt lié à notre business, je dirais. C'est ce qu'on raconte à la majorité de nos partenaires et on le dit en anglais, donc désolé, c'est follow facts, not intuitions. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que chez nous, quand on travaille sur des campagnes de retargeting, on ne va jamais lancer de campagne sur une base d'intuition, mais sur des faits. Et les faits, c'est une analyse complète de l'audience de l'application, gratuite, avant de revenir vers le client en question avec une recommandation et décider ensemble de lancer ou pas la campagne publicitaire. Très bien, merci Hélène, merci Taoufik, on peut les applaudir.